Bonjour à vous tous, bonjour chers consoeurs, chers confrères, pour ce 4e talk, qui était un talk éco, en partenariat avec notre partenaire, la Société Générale. Nous avons la chance d'accueillir sur ce plateau 3 brillantes intervenantes. Constance Boublil, donc vous êtes économiste dans la zone Europe centrale et orientale à la Société Générale. Daniel Schweizgut, vous êtes également économiste zone euro à la Société Générale. Et Sabrina Cohen, qu'on ne présente plus, qui est vice-présidente de l'Ordre des experts comptables, en charge de la commission Nouveau Marché, et qui a eu d'ailleurs l'initiative et l'honneur de créer un certain nombre de partenariats, et notamment avec la Société Générale, pour financer la transition digitale des cabinets. Et peut-être que tu nous en diras quelques mots tout à l'heure en plus. L'idée, c'est par rapport au partenariat BPI, c'est qu'on peut intervenir sur des tickets qui sont beaucoup plus faibles, autour de 5 000 € à peu près. Donc on va commencer effectivement par vous, Constance, qui vont nous faire un petit brief éco sur la situation, le panorama économique et financier global dans cette zone euro. Voilà. On y va. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez en titre de la présentation, notre vision de moyen terme n'est pas très enthousiaste. Low for long. On va rester dans un environnement de croissance faible et de taux bas pour longtemps. Alors, si on regarde la conjoncture à court terme, pourtant, on peut se dire qu'il y a une légère embellie, à la fois sur les pays développés, sur les pays émergents. Aux États-Unis, par exemple, on a eu trois trimestres de trous d'air avec un investissement dans le secteur des hydrocarbures, donc le pétrole de schiste qui s'est pas bien porté. Il y a eu du déstockage, donc on a eu 3 trimestres de trous d'air. Et là, on voit plutôt les indicateurs au vert, vente de détail, l'emploi, les enquêtes de confiance, tout ça, ça va plutôt bien. En zone euro aussi, on a un léger mieux avec un petit peu moins d'austérité, le marché de l'emploi qui s'améliore dans plusieurs pays. Côté émergent, c'est encore plus significatif. 2 pays qui ont vraiment souffert, la Russie et le Brésil, on prévoit qu'ils vont enfin sortir de récession. La Chine, il y a eu un soutien des autorités assez fort face au ralentissement de la croissance. Ils ont mis en place un petit stimulus et donc on voit aussi des signes d'embellie. En plus, comme les États-Unis prévoient maintenant de remonter les taux plus graduellement qu'attendu, on voit des flux de capitaux, donc des investisseurs internationaux qui reviennent dans les pays émergents. Donc ça aussi, c'est positif. Et puis, même au Brésil même au Brésil, avec une conjoncture politique compliquée. Avec une conjoncture politique compliquée, mais les IDE, ils sont toujours très, très dynamiques au Brésil. Donc oui, ça, c'est toujours vrai. Donc on a un retour des investisseurs internationaux. Et puis même pour les pays pétroliers, là, le pétrole, il remonte doucement. On est à $50. Bon, c'est doucement, mais ça permet une amélioration de la conjoncture de ces pays-là. Alors, pour autant, pourquoi on a ce titre-là de « low for long » parce qu'à moyen terme, on ne prévoit pas un retour à un niveau d'avant-crise. Sur le prochain graphique, vous voyez la trajectoire de croissance actuelle, c'est la ligne, et vous voyez la trajectoire de croissance qu'on aurait dû atteindre si on était resté sur une tendance d'avant-crise, c'est la flèche. Et vous voyez qu'on est plus bas que la flèche et qu'on s'en écarte même un peu de plus en plus. Alors pourquoi on s'en écarte et pourquoi on n'arrive pas à retrouver ce niveau d'avant-crise ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est... elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est le vieillissement de la population. La population en âge de travailler diminue. Alors c'est vrai pour les pays développés. On en parle beaucoup pour les pays développés. On n'en parle pas beaucoup pour les pays émergents. Or, en Chine, depuis l'année dernière, la population en âge de travailler, elle décline déjà. Donc on est sur un phénomène qui devient structurel, quoi, voilà, pour le coup, et plus exactement, oui, mais qui n'est pas nouveau, qui est là, c'est une tendance. Qui était attendu, qui était prévu. Exactement. D'accord. Ouais. En revanche, il y a des phénomènes nouveaux qui expliquent qu'on n'arrive pas à atteindre ce niveau d'avant-crise. Il y a les gains de productivité qui ralentissent. Alors, les gains de productivité, la productivité du travail, par exemple, elle ralentit de façon assez significative. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sous-investissement pendant toute la période de crise. Pourquoi ? Il y a une question qu'on a du mal à régler aussi, c'est que en fait, tous les effets de l'économie digitale, on ne les voit pas dans les chiffres de la productivité du travail. Donc ça, c'est un problème. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Les gains de productivité ralentissent, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas au niveau d'avant-crise. Le troisième aspect, c'est l'endettement. On a accumulé beaucoup de dettes. Alors, dans les pays développés, c'est assez spectaculaire. Vous le voyez sur le graphique, il y a des niveaux de dette qui sont encore très élevés. Sur le secteur privé, vous voyez à gauche le secteur privé, donc les ménages et les entreprises.
y a des pays où la dette privée commence à décliner. En Espagne, par exemple, ils se désendettent. Mais ça reste à des niveaux encore beaucoup plus élevés qu'avant crise. La dette publique, là, c'est pas réglé. Non, on est toujours à des niveaux extrêmement élevés. Et au mieux, ça stagne. Au pire, ça continue de s'aggraver. C'est quand même inquiétant. Et ce problème de dette, il ne concerne pas que les pays développés. Il concerne aussi les pays émergents. Et notamment la Chine. On en parle très peu, mais la dette des entreprises chinoises, elle atteint 160% du PIB chinois. Donc c'est vraiment un fardeau qu'il va falloir gérer, parce qu'en cas de ralentissement, ça pose problème. Dernière explication pourquoi on n'arrive pas à retrouver le niveau d'avant-crise, c'est le commerce mondial. Entre 1985 et 2007, le commerce mondial, il croissait 2 fois plus vite que la croissance mondiale. Aujourd'hui, il croît beaucoup moins vite et même il se contracte depuis quelques temps. Alors pourquoi ce commerce international C'est quoi les phénomènes qui ont engendré ça? Alors, il y a à la fois moins d'investissement. Alors forcément, c'est plus l'investissement en fait qui tire le commerce que la consommation. Quand il y a beaucoup d'investissement, j'en sais rien, en infrastructure dans les pays du Golfe, par exemple, forcément, ça génère plein de flux commerciaux. Donc il y a moins d'investissement. Mais il y a aussi un phénomène qu'on commence à observer, nous, qui est que le commerce intra-zone, intra-asiatique, par exemple, il diminue, il ralentit en tout cas, il décélère. Et donc, on sent qu'il y a une déglobalisation en cours. Et par exemple, en Chine, on observe vraiment une réintégration verticale des chaînes de production en Chine. C'est-à-dire qu'avant, pour produire, j'en sais rien, un iPhone, par exemple, chaque composant de cet iPhone était produit dans un pays différent. Et maintenant, les chaînes, elles sont réintégrées en Chine. Et donc, ça fait moins de commerce intra-zone et donc moins de commerce mondial au total. Donc, dans ce contexte-là de croissance faible, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a eu un soutien monétaire extrêmement important et on arrive un peu au bout. Alors, pourquoi? Parce que les banques centrales, elles ont utilisé les outils conventionnels, donc elles ont baissé les taux. Là, comme vous le savez, tous les taux directeurs de toutes les banques centrales, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque centrale européenne sont au plus bas. Suite au Brexit, la Banque d'Angleterre a encore baissé son taux directeur. Donc les outils conventionnels, ils sont un peu épuisés. Les outils non conventionnels aussi, quelque part, vous voyez sur le graphique les bilans des banques centrales qui ont très fortement augmenté. Et ces outils-là sont épuisés. Ils sont allés. La Fed sort progressivement de cette politique ultra expansionniste. On a eu une hausse de taux. Nous, on en prévoit une autre hausse de taux en décembre et 2 hausses de taux l'année prochaine pour la Fed. Mais on est au bout de cet outil-là. Alors, toutes ces politiques extrêmement expansionnistes du côté monétaire, elles ont généré une baisse de la courbe des taux. Vous le voyez, je vous ai mis la courbe des taux française. C'est-à-dire, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est les taux sur les obligations souveraines françaises. Alors aujourd'hui, c'est en rouge et il y a 3 ans, c'est en noir. Donc vous voyez que les taux sur la dette française, ils ont fortement diminué. Et on est même à taux négatif entre 0 et 10 ans. Donc les obligations françaises entre 0 et 10 ans, elles sont en taux négatif. C'est vrai aussi pour l'Allemagne, par exemple. 80% de la dette obligataire allemande, elle est à taux négatif. Bon, ça se répercute bien sûr sur les taux des crédits, par exemple au PME. Sur les placements aussi. Voilà, oui, sur exactement. Les placements des entreprises aussi. Oui, complètement. Donc, bon, pour les crédits au PME, c'est positif parce que ça génère un peu de croissance, mais quelque part, on est un peu au bout de cet outil-là. Alors, il y a beaucoup de demandes actuellement. Vous avez entendu peut-être Christine Lagarde du FMI, le G20. Il y a aussi des prix Nobel d'économie, un prix Nobel qui s'appelle Christopher Sims, qui demande à ce qu'il y ait un soutien budgétaire accru. Mais c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pourquoi? Parce que premièrement, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Il y a les élections aux États-Unis, il y a beaucoup d'élections en Europe, Daniel en parlera, mais en Allemagne, en France, en Italie. Ensuite, il y a des situations budgétaires qui ne sont pas très assainies. Il y a encore des dettes publiques qui sont élevées, donc mettre en place de la relance budgétaire dans ce contexte-là, ça reste compliqué. Donc,
Pour l'instant, là je vous ai mis des prévisions d'un institut de finance internationale qui prévoit un léger relâchement de la politique budgétaire, mais ça va être compliqué de soutenir réellement la croissance pour ça. En Chine, ils ont mis en place des mesures de soutien budgétaire. On voyait plusieurs signes de ralentissement de l'économie. Et donc, depuis le début de l'année, les autorités ont enrayé le ralentissement. Ils ont fait des dépenses en infrastructure, dans l'immobilier. Mais pour les autorités chinoises, c'est compliqué. Et ils ne veulent pas retourner dans une relance comme ce qui a été fait en 2008 suite à la grosse crise financière. Pourquoi ? Parce que le but des autorités chinoises, c'est quand même de rééquilibrer le modèle de croissance chinois. C'est toujours la même chose. Il y avait trop d'investissements. Donc, diminuer un peu la part de l'investissement dans le PIB et faire émerger le consommateur chinois. Et on voit que ce rééquilibrage, il est en cours parce que on voit que le secteur des services, il commence à croître et il dépasse même en pourcentage du PIB le secteur manufacturier. Donc il y a des relances, mais c'est plus des relances sur certains pays spécifiques et une relance globale, c'est compliqué à mettre en place. Alors là, je vous ai mis un scénario global et ce scénario, il est dans un contexte de prix du pétrole qui reste modéré pour nous. On prévoit un prix du pétrole de 51 en 2017, 51 $ le baril, et une soixantaine de dollars en 2018. Mais il y a quand même un risque parce que ce scénario pétrole, il reste très incertain. On l'a vu, ça nous a beaucoup surpris. La baisse des prix du pétrole de 2014, elle a surpris tout le monde avec tout le pétrole de schiste américain qui est arrivé sur le marché. Ça a surpris tout le monde. C'est ça qui a perturbé effectivement la donne. Donc ce scénario pétrole, il reste quand même, ça reste un risque pour l'économie globale, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Parce que si les prix du pétrole montent, ça va avoir un effet sur le pouvoir d'achat des ménages européens. Si c'est à la baisse, tous les pays producteurs vont être affectés et avec des situations budgétaires et derrière même des situations sociales à gérer qui ne sont pas simples. Voilà. Merci Constance. Alors, Daniel, vous allez nous parler de l'Europe et de la France, plus proche de nous, pour qu'effectivement on sache un petit peu qu'est-ce qui se passe pas très loin de chez nous, même si on sait que la conjoncture mondiale est à l'origine de tout ce qui se passe en Europe notamment. Mais voilà, donc quelques informations qui nous semblent importantes pour bien comprendre tout cela. Alors en Europe, la question est de savoir si aujourd'hui, dans une telle conjoncture, on a la possibilité d'avoir une croissance autonome, une croissance de la demande intérieure qui permettrait en fait à l'Europe de connaître une vraie reprise et de revenir à des niveaux de croissance plus proches de celles qu'elle avait avant crise. Donc sur le premier graphique, en fait, on voit que, comme dans les graphiques de Constance, la flèche, en fait, elle indique la tendance qu'on aurait eue si on était resté sur la croissance d'avant-crise. Et les courbes, ce sont les différentes... c'est une croissance, disons, une tendance de 2% qui est moyenne. Il y a des pays qui vont plus vite, d'autres moins. Et les courbes représentent le niveau du PIB de chacun des pays européens. Sachant que la moyenne de la zone euro, elle est en gris, donc au milieu. On a deux pays qui ont connu, on le sait, des situations beaucoup plus difficiles, qui sont l'Espagne et l'Italie en bas, alors qui aujourd'hui connaissent des schémas de reprise aussi très divergentes. On a l'Italie qui n'arrive pas à avoir une croissance supérieure à 1%, qui a des difficultés avec son système bancaire et qui, malgré les réformes entreprises qui sont très courageuses, peine à avoir une vraie dynamique de croissance, avec une insuffisance d'investissement, un manque de compétitivité et tous les problèmes qu'on connaît de l'économie italienne. À l'inverse, l'Espagne est vraiment repartie sur un sentier de croissance dynamique avec 3% de croissance l'an dernier, encore 2% à venir. Et donc, il y a un rattrapage petit à petit qui se fait, mais on est encore très loin du sentier d'avant-crise. En ce qui concerne l'Allemagne, l'Allemagne est le pays, parmi les 4 grands pays européens, c'est le pays qui a le mieux performé. On est revenu à des niveaux de plein emploi. Il y a toujours aussi un manque d'investissement en Allemagne, mais le secteur exportateur reste très performant. Ils ont beaucoup bénéficié de la baisse de l'euro. Et donc aujourd'hui, c'est une économie qui continue à croître à un rythme, disons, compris entre 1,5 et 2%. En France, on est un petit peu entre la moyenne de la zone euro et l'Allemagne. On a du mal à dépasser 1,5%. On va en reparler. On a connu un petit coup d'arrêt au deuxième trimestre. Alors, c'est principalement des facteurs qui sont liés aux grèves et aux conditions climatiques. Oui. Donc, un petit accrochage, mais qui ne doit pas inquiéter pour la suite.
Et ça ne remet pas en cause en fait la reprise de la croissance française. Y compris des phénomènes exogènes comme ceux qu'on a pu voir avec les attentats notamment Tout à fait. sur certains secteurs d'activité, quoi. Tout à fait. Il y a un effet sur la confiance et un effet direct sur, par exemple, le tourisme et l'hôtellerie. Des secteurs tout à fait. Il y a des secteurs touchés, qui sont touchés par les attentats, bien sûr. Donc, en ce qui concerne les entreprises en France, alors oui, ce qu'on voit ici, c'est les perspectives de croissance. Donc, on voit en fait les barres rouges représentent les taux de croissance trimestriels du PIB français. Et donc, on voit qu'au deuxième trimestre, on a eu un taux de croissance négatif de moins 0,2%, voilà, mais qui ne remet pas en cause la tendance de l'économie qu'on voit sur la courbe qui est supérieure maintenant à 1%. Cependant, l'environnement international, il y a quand même des facteurs qui ont fortement soutenu l'économie et qui continuent à jouer. Alors, ce sont les taux bas qui ont permis de réduire fortement les coûts de financement. Alors, ça bénéficie à la fois au secteur public, puisque malgré la forte hausse de la dette publique depuis 2008, qui est passée quand même de 65 à 95% du PIB français, on a une baisse de la charge d'intérêt de la dette. Donc, en fait, l'effet de baisse de taux compense l'effet de hausse de dette. Et aujourd'hui, la charge de la dette, elle est limitée à 2 points de PIB, alors que, avant, à la fin des années 90, on était au-dessus de 3 points de PIB. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle et ça permet que la dette, même si elle est à des niveaux élevés, elle reste soutenable. En tout cas, au niveau actuel de taux d'intérêt. Si évidemment les taux d'intérêt venaient à augmenter brutalement, la question de la soutenabilité de la dette pourrait être posée. Et la baisse des charges d'intérêt bénéficie également aux entreprises via des intérêts versés qui sont moindres. Donc, alors qu'on avait environ un écart entre les intérêts versés et reçus qui est autour de 10 milliards, cet écart a été réduit à 5 milliards d'euros par trimestre. Donc, ce gain permet d'améliorer la situation financière des entreprises et de générer des taux de marge supplémentaires qui bénéficient à l'investissement. Par exemple, donc on voit que l'investissement des sociétés non financières, donc des entreprises en France, il a été assez dynamique. On n'est pas tout à fait revenu au niveau de 2008, mais on est quand même sur une courbe ascendante. Et par rapport à d'autres pays européens, c'est vraiment une force de la France qu'on a réussi à maintenir l'investissement dans un contexte difficile. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'investissement, ça permet d'avoir de la croissance future, ça permet d'engranger des gains de productivité dans le futur, de créer de l'emploi. Donc c'est très positif. Et enfin, le troisième effet de cette baisse des taux, c'est qu'il y a une amélioration sur le marché de la construction, sur le marché immobilier et dans le secteur de la construction. Donc on commence, sur les prix immobiliers, c'est toujours bas aujourd'hui. C'est toujours bas, ça décolle un petit peu. Le marché de la construction, alors comme on le voit sur les graphiques, il est toujours très bas. Donc les mises en chantier sont beaucoup plus basses qu'avant crise. L'emploi est encore très détérioré. Mais on voit un rebond des permis de construire depuis le mi-2015. Et donc on peut s'attendre à une amélioration progressive. Alors que l'investissement en construction, donc l'investissement des ménages, il avait pesé sur la croissance les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, il cesserait de peser sur la croissance et il pourrait même contribuer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance française. Donc globalement, pour les entreprises, on a vu depuis 2 ans une amélioration du taux de marge qui est due aux effets qu'on a cités, dont Constance a parlé. Donc il y a un effet qui est la baisse des prix du pétrole qui a permis d'améliorer le taux de marge. La baisse des coûts de financement et également, bien sûr, les mesures fiscales que sont le pacte de responsabilité et le CICE. Disons chacun pour un tiers, ils ont joué, ils ont permis d'augmenter de 2 points le taux de marge des entreprises françaises. Alors, on n'est pas revenu au niveau d'avant-crise, donc on ne dit pas que la situation, elle est parfaite et que tout va bien, mais que surtout sur les petites entreprises. Surtout sur les petites. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un indicateur qui n'est pas souvent mesuré, mais nous, experts comptables, on le voit bien, nos clients sont des petites et moyennes entreprises. Et ces améliorations qu'on peut entendre d'un point de vue global, parfois les petites entreprises ne le perçoivent pas. Effectivement. On en parlera plus tard. Non, ça marche. Ça marche. On en parlera plus tard puisque je vais vous commenter l'observatoire de l'économie francilienne. Voilà. Donc ça pourrait être aussi une vision un petit peu moins macro mis en que la contradiction. vôtre, mais voilà, une ça, vision plus pratique. Tout à fait, c'est vrai. Du terrain. Oui, les chiffres macro cachent toujours des disparités de situation très importantes.
Donc voilà, globalement, on a quand même des signes que les entreprises vont un petit peu mieux. Et au niveau des ménages, on a aussi des signes d'amélioration dans la mesure où on a un début d'inversion de la courbe du chômage. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour notre président. C'est une bonne nouvelle pour notre président, pourvu que ça dure. Il va pouvoir se présenter. Donc, depuis un an, on a une légère baisse du taux de chômage de 0,5 points. Qui concerne à la fois les hommes et les femmes. Et cette baisse devrait perdurer. Jusqu'au mois d'avril au moins. On va lui souhaiter, et souhaiter aussi à la population française. À la France, évidemment. À la France. Donc, cette amélioration du marché du travail est quand même permet à la consommation des ménages de s'améliorer. Ça a boosté la consommation des ménages cette année. Et ce qui a aussi boosté la consommation des ménages, bien sûr, et c'est la baisse du taux d'inflation, comme en a parlé Constance, du fait des prix bas du pétrole. Mais avec la remontée des prix du pétrole, on commence à voir un léger redressement de l'inflation. Alors, on n'a pas mis la légende, mais la courbe en rouge, c'est l'inflation totale, y compris les prix de l'énergie. Et la courbe en grise, c'est l'inflation hors prix de l'énergie. Donc hors prix de l'énergie, on voit qu'elle est moins volatile et on voit aussi que la tendance est beaucoup plus faible que par le passé. Donc on avait une croissance de l'inflation comprise entre 1 et 2%. Et aujourd'hui, on est nettement en dessous de 1%. Et on ne voit pas du tout de tendance à l'accélération de l'inflation qu'on appelle sous-jacente. Cependant, la légère accélération de l'inflation totale conduit à de moindres gains de pouvoir d'achat pour les ménages. Donc ça pèse un petit peu sur la croissance. Et c'est ce qui explique qu'on n'aura pas... qu'on ne va plus avoir une accélération des gains de pouvoir d'achat. Donc on a eu en fait depuis 2013, voilà, comme on le voit sur ce graphique, à la fois une augmentation du pouvoir d'achat des ménages et de leur consommation. Et aujourd'hui, ce moteur de l'économie s'affaiblit un petit peu. Mais bon, voilà, comme on l'a vu, il y a... Pas que des bonnes nouvelles quand même. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais comme l'investissement des ménages augmente, peut-être... On peut considérer qu'effectivement ça reprendra au niveau de la consommation après, dans un second temps. Quoi. Tout à fait. Sachant que l'augmentation de l'inflation elle va être transitoire. Après, elle va se stabiliser. Alors, pour conclure, on va parler un petit peu des risques qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe et la France. Oui. Alors, les risques aujourd'hui sont plus tellement économiques, mais ils sont surtout politiques. Alors, on a beaucoup d'élections à venir dans les mois, dans l'année qui vient. Donc, on sait bien, hein, en France et en Allemagne l'an prochain. Des élections, on a un référendum en Italie le 4 décembre, un référendum constitutionnel qui est important parce que Matteo Renzi s'est engagé à démissionner si le peuple italien se prononçait contre la réforme constitutionnelle. C'est une mode. Tout à fait, c'est une mode. Et voilà, comme dans beaucoup d'autres pays, en Italie, il y a la montée de mouvements populistes. Donc en Italie, c'est le mouvement 5 étoiles, hein, qui est conduit par un humoriste qui s'appelle Beppe Grillo, et qui aujourd'hui quand même cumule 30% des intentions de vote. Ah oui, quand même. Et alors c'est quoi son programme à lui ? Il est eurosceptique. D'accord. Mais il n'y a pas tellement de programme économique qui accompagne sa candidature. Donc il y a un vrai risque. Donc ça c'est l'Italie, c'est pour bientôt parce que c'est début décembre. On a aussi en Autriche des élections présidentielles qui ont été reportées pour une question d'impression de bulletins de vote, donc ils vont voter en décembre et pareil il y a un risque d'un candidat d'extrême droite qui prenne la présidence de l'Autriche. En Hollande c'est le même risque. Et puis on connaît les difficultés en Espagne. En Espagne, on n'a toujours pas de gouvernement. Donc là, il y a espoir depuis les élections régionales en Galice et au Pays Basque. Mariano Rajoy a espoir de trouver une majorité gouvernementale. On ne sait pas si elle va être stable, mais en tout cas, grâce à l'abstention du PS, suite à la démission du leader du PS, Pedro Sánchez, il y a espoir que Mariano Rajoy puisse constituer un gouvernement pour éventuellement pouvoir faire voter un budget avant la fin de l'année pour respecter les critères, parce que l'Espagne a une procédure de déficit excessif et elle doit absolument fournir un budget révisé à la Commission européenne pour éviter une amende. Donc l'Espagne est aussi dans une situation délicate. Et en Espagne, on a aussi des mouvements populistes. On a Podemos à l'extrême gauche et Ciudadanos, qui est un mouvement au centre de l'échiquier politique. Et en fait, le paysage politique est très
très fragmenté. Et aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a dans beaucoup de pays, c'est aussi le cas en Allemagne avec la montée du mouvement AfD, c'est qu'on a des difficultés à avoir une majorité stable. Donc c'est un problème de confiance quand même, malgré tout, dans les politiques traditionnelles, à enrayer, je dirais, cette crise mondiale, mais qui n'est pas seulement une crise financière, d'ailleurs, qui est une crise des valeurs des sociétés et qui engendre effectivement l'arrivée de ces mouvements populistes, nationalistes en fait. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, après c'est un sujet qui n'est peut-être pas forcément de votre ressort, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement un sujet de reconstruction de l'Europe monétaire notamment, qui est plus comprise, qu'il faut reconsidérer. Nous étions à Bruxelles pour notre congrès de l'ordre, où on a fait une série de propositions pour harmoniser la fiscalité européenne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, il est l'heure pour nos politiques de présenter de nouveaux programmes réformateurs de l'Europe monétaire et financière? Tout à fait. Hein. Il y a un manque de confiance en l'Europe aujourd'hui, dans la mesure où il y a eu la crise de la zone euro. On a vu les difficultés que l'Europe a eues à proposer des solutions rapides aux pays en crise. Et on voit aujourd'hui toutes les difficultés sur le problème de la dette grecque qui n'est pas résolue, avec les institutions qui ne sont pas d'accord entre elles, et l'Europe, surtout les pays européens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est vrai que ça n'a pas donné un beau spectacle, effectivement, à ce moment-là. Et donc, le Brexit en Angleterre, là, qui est un vrai sujet quand même. Tout à fait. Donc il y a vraiment un besoin de redonner confiance dans le projet européen. Alors il y a une des idées, c'était un plan d'investissement au niveau européen, justement pour booster la croissance. Donc c'est le plan Juncker. Voilà. Mais le problème du plan Juncker, c'est que c'est 50 milliards d'euros et au niveau européen, c'est pas suffisant pour donner une vraie impulsion. C'est quand même bienvenu, mais c'est pas suffisant. Et puis ça parle pas suffisamment aux citoyens et c'est pas suffisamment fédérateur. Et puis le problème, c'est que pour fédérer l'Europe, il faudrait que les peuples soient derrière. Et qu'aujourd'hui, on voit que les responsables politiques n'ont pas forcément le soutien de leur peuple. Et donc, ils ont du mal à aller vers plus de convergence européenne. En fait, je crois qu'on n'a jamais réellement construit l'Europe économique et qu'on est sur une Europe qui était nécessaire, effectivement, pour la convergence des peuples, surtout au sortir des guerres que nous avons connues, mais je crois qu'il est urgent de reconstruire une Europe économique, en fait, hein, où les citoyens se sentent des citoyens européens. Quoi. Ça me paraît très, très important. Alors, les impacts du Brexit, selon vous, parce que là, on est tous dans l'attente, avec une sortie qui a été brutale, personne n'y croyait, en fait. Tout à fait. Et finalement, c'est arrivé. Quoi. Donc ça veut dire que ça pourrait arriver n'importe où, hein, tout à potentiellement. Donc les impacts du Brexit, on était très inquiets et les scénarios économiques étaient assez pessimistes sur les impacts du Brexit. Ce qu'on voit aujourd'hui sur la conjoncture au Royaume-Uni, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur la croissance au Royaume-Uni, qui continue à être dynamique. Par contre, le principal impact, c'est sur la monnaie. Donc on a eu un effondrement du taux de change de la livre sterling, à la fois vis-à-vis de l'euro et du dollar, du fait de fuite de capitaux. Et cet effet, il va perdurer. Mais finalement, pour le Royaume-Uni, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que ça leur permet de regagner en compétitivité. C'est un pays qui a un déficit courant qui est très important. Ça leur permet de créer de l'inflation, de faciliter le désendettement. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et pour le reste des pays européens, pour l'instant, l'impact est assez minime. Mais j'ai envie de dire que l'impact, il n'est pas encore là. Et il va beaucoup dépendre des modalités de sortie de l'Union européenne. On parle beaucoup aujourd'hui de hard Brexit, soft Brexit, voilà. Est-ce que le Royaume-Uni va garder une certaine forme d'accès au marché unique? Est-ce que les banques vont garder un passeport européen? Et c'est important, effectivement, pour les banques. Ouais. Tout à fait, c'est très notamment important. Pour le trading, effectivement. Et c'est la réponse à ces questions qui va permettre de mesurer quel est l'impact sur le reste des pays européens. J'ai vu que les Anglais, effectivement, avaient baissé le taux d'impôt sur les sociétés. Ils envisageaient de le baisser, je crois, à 12%, quoi, pour devenir plus qu'attractif, en tout cas au niveau des places financières. Quoi. La France, effectivement, va devoir faire un effort si elle veut rapatrier sur son sol le trading européen. Quoi. Tout à fait. On a vu dans les programmes des candidats aux primaires de droite qu'il y a des baisses d'impôts sur les sociétés qui sont prévues, mais on n'atteindra pas 12%. Non, 12%, c'est vrai que c'est quand même très fort. Très bien, merci beaucoup pour cela. Je crois que vous vouliez nous parler d'autres éléments non, sur la
la croissance? Non, ensuite, nous avons des tableaux qui permettent, qui sont pour mémoire, qui permettent de voir nos prévisions de croissance. Oh, les nouvelles ne sont pas mauvaises, puisqu'on a quand même une accélération de la croissance mondiale à 3,5% en 2017 contre 3,1% en 2016. Donc la tendance s'améliore, et c'est grâce, comme l'a dit Constance, aux pays émergents, qui auront une croissance moyenne de 4,6% en 2017 contre 4% en 2016. Et pour les pays industrialisés, on a aussi une légère accélération à 1,7% contre 1,5%. Donc globalement, on est quand même sur une tendance plutôt positive. Bon, on va garder cette tendance positive au niveau européen en vous remerciant et en remerciant notamment le groupe Société Générale de s'être investi à nos côtés pour ce talk. C'était pas évident. Merci Constance également. Sabrina Cohen, pardon ? C'est une première. C'est une première, effectivement, et ce ne sera pas une dernière, d'ailleurs. C'est très novateur pour notre profession. D'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de ce partenariat avec la Société Générale. Avant de nous présenter, et je t'interrogerai là-dessus, l'Observatoire de l'économie francilienne. Pourquoi cet observatoire? Comment nous l'avons constitué? Et plus proche de nous, puisqu'on parle de la région francilienne, quels sont les grands indicateurs de notre économie locale? Voilà, donc présente-nous d'abord le partenariat, parce que c'est toi qui en es à l'origine. Voilà, alors c'est un partenariat qui a été initié tout récemment. Donc il s'agit en fait de financer la digitalisation des cabinets. Nous avions démarré avec un partenariat BPI pour financer donc la digitalisation des cabinets, la modernisation de nos systèmes d'information, notamment sur les aspects immatériels. Mais ce partenariat concernait des montants de financement donc, avec un minimum de 40 000 €, ce qui est relativement élevé. Jusqu'à 2 millions, je crois. Jusqu'à 2 millions, ce qui est relativement élevé pour nos cabinets. Et là, donc, la Société Générale joue le jeu et va financer donc, des projets au sein des cabinets à partir de 5 000 €. Voilà, donc vous pouvez démarrer dès 5 000 € pour financer à la fois des investissements matériels et immatériels, et sans cofinancement, donc avec des frais de dossier gratuits. Donc on n'est pas obligé de prendre également un financement auprès de BPI plus Société Générale. On peut avoir un financement uniquement Exactement, tout à fait, voilà. Puisqu'en effet, la plupart des cabinets en région Île-de-France ne seront pas forcément concernés par un financement à partir de 40 000 €. Donc nous avons souhaité ajuster un petit peu les besoins. Donc ça peut être également des formations, par exemple, sur la digitalisation. Exactement, la conduite du changement. Ou la conduite du changement, ou des formations à des nouvelles missions de conseil à valeur ajoutée. Exactement. Parce qu'on est complètement dans ce challenge-là aujourd'hui, qui est tout à fait. d'aller prendre les nouvelles missions, mais avant, il faut se former, quoi. Exactement. Alors, le partenariat et tous les détails du partenariat seront en ligne. Donc, sur le site du Conseil régional, vous aurez tous les détails de ce financement, et puis donc des personnes dédiées par région pourront répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, c'est un petit peu le sujet. Bravo, parce que tu amènes beaucoup d'argent pour nos cabinets, pour leur permettre de faire cette transition numérique, cette digitalisation. Merci à la Société Générale. Et merci à la Société Générale d'avoir été effectivement à nos côtés dans ça, nous avoir fait confiance à notre profession, et j'espère que ce partenariat sera fructueux. Tout à fait, je l'espère aussi. Revenons maintenant à l'économie. Alors, l'Observatoire de l'économie francilienne des TPE et PME. C'est ça. On le rappelle, parce que ce sont nos clients. Alors, explique-nous de l'origine de cet observatoire, comment il a été conçu, et explique-nous tout ça. Alors, l'Observatoire francilien de l'économie a été inauguré en 2015. Donc, en partenariat avec un institut. Donc, c'est une analyse trimestrielle qui consiste en fait à extraire de bases de données de StatExpert qui sont issues des déclarations des experts comptables, des données sociales et comptables. Donc là, on n'est plus sur une vision micro. Vous nous avez présenté une vision macro de l'économie française et internationale. Et on va voir qu'il y a des chiffres qui se rejoignent parfois. Voilà, tout à fait. Les chiffres se rejoignent. Donc nous, on va essayer de vous commenter un petit peu donc cette analyse trimestrielle du deuxième trimestre 2016. Et juste pour revenir sur l'échantillon, donc on est en fait sur les données comptables et sociales, sur des échantillons de l'ordre de 200 000 entreprises, avec 80% de TPE qui finalement sont à l'image du tissu industriel francilien, voilà, et national d'ailleurs. Alors c'est vrai que ce que tu disais, ces études sont faites en réalisé, donc l'extraction des données, elle est faite à partir des données qui passent par notre portail, jedéclare.com. Exactement. Et analysées après par Asterès, effectivement, la société d'analyse financière de Nicolas Bouzou, quoi. Tout à fait, à partir des données StatExpert, donc après les déclarations de TVA,
Voilà, donc même si les sociétés ne déposent pas leurs comptes au greffe, nous pouvons avoir accès à ces données qui sont très utiles après pour analyser les chiffres vraiment micro de la région francilienne. Alors moi, on y va sur le deuxième trimestre 2016. Voilà, tout à fait. Donc moi, je vais vous parler des chiffres clés de l'activité de la région Île-de-France. Donc peut-être qu'on peut voir quelques graphiques. Voilà, donc on voit que la progression du chiffre d'affaires en Île-de-France est conforme au reste de la progression du pays. Oui, entre 1 et 1,5%, vous disiez, c'est ça? Voilà, donc ça c'est sur le deuxième trimestre de conforme, 2016, exactement. En fait, après avoir été structurellement plus dynamique, la région Île-de-France est en général bien plus dynamique que la... C'est vrai, je le confirme. Voilà, donc là, on subit un petit peu les contre-coups des attentats. Et donc, c'est vrai que la région Île-de-France souffre de la désaffection des touristes étrangers et français. Et malheureusement, les secteurs qui en pâtissent, c'est les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration. Donc voilà, pour ce trimestre, en fait, c'est assez flagrant sur le deuxième trimestre 2016. Et alors, ce qu'on constate aussi dans un deuxième schéma, c'est que la croissance du chiffre d'affaires est tirée pour l'essentiel par les entreprises dites millionnaires, donc les entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-delà d'1 million d'euros. Et puis, donc, en deçà de 500 000 le chiffre d'affaires, donc là, on a un repli assez important. Donc voilà pour la partie activité. On verra ensuite la partie sectorielle, vraiment voir comment ce chiffre d'affaires évolue de secteur en secteur. L'investissement, lui, non, c'est l'emploi, pardon. D'abord l'emploi. L'emploi continue à progresser au deuxième trimestre 2016 en ligne avec la croissance, la moyenne nationale. Voilà, tout à fait. C'est confirmé par les Parisiens. Voilà, exactement. Donc ça, c'est suite aux données. On est en ligne avec plus 2%. Et en matière d'investissement, alors nous, ce qu'on a pu lire dans les stats de l'Observatoire, c'est que l'investissement subit un effet rebond au deuxième trimestre 2016 en région Île-de-France, avec moins 5% contre moins 2% donc sur le territoire. Et visiblement, ce serait lié en fait aux mesures de Macron de surinvestissement, où les entreprises auraient pris de l'avance. Il y avait une date butoir pour laquelle il fallait investir. Voilà, auraient pris de l'avance sur leur programme d'investissement. Et du coup, on aurait un repli assez significatif sur le deuxième trimestre. Mais en annualisé, cela reste bien orienté. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez en matière d'investissement. Donc en matière... ouf, les ça va. Les experts comptables valident. C'est ça. En matière donc des évolutions des principaux secteurs d'activité, alors StatExpert fait donc la distinction entre les activités à dominante productive et les activités à dominante résidentielle. Donc dominante productive, c'est tourné vers les entreprises. Et donc là, les activités qui sont le plus dynamiques, ce sont les services à valeur ajoutée, donc spécialisés, les activités scientifiques et techniques. Et donc sur les activités à dominante résidentielle, donc le commerce, mais pas le commerce de détail puisque nous subissons les effets des attentats, mais le commerce B2B. Voilà, les activités B2B qui sont tirées donc par... c'est vrai que je crains que le troisième trimestre soit plus en demi-teinte, voire même plus négatif, parce que effectivement, on a la suite des attentats, notamment l'attentat de Nice, qui a été très difficile, je crois même voire meurtrier, le mois d'août pour nos entreprises franciliennes, en tout cas parisiennes, que ce soit dans le secteur du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, mais pas que, puisque j'entends beaucoup les commerçants se plaindre d'un mois d'août particulièrement éprouvant, quoi. Oui, donc c'est vrai que ça va s'aggraver davantage. Donc on le voyait bien sur le graphique, si on le remet à l'écran, donc c'est l'hébergement et la restauration qui a le plus pâti. Donc c'est en bas à gauche. Et donc la construction, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, est dynamique. Donc à partir des données que nous avons pu analyser, donc on voit bien que les activités immobilières et la construction sont également en progression. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc sur les activités immobilières, donc nous sommes bien orientés aussi à partir de l'analyse des données de StatExpert. Mais visiblement, les prix ne devraient plus s'emballer. Donc, après une progression de 3% sur un an à Paris, contre 1% dans le reste de la région, les prix devraient se stabiliser, notamment avec les chantiers du Grand Paris à venir.
Donc voilà, Paris et la région Île-de-France pourraient connaître une stagnation des prix donc sur cette partie-là. Et nous avons fait un focus à l'export. Voilà, c'est une petite nouveauté sur l'observatoire trimestriel. Donc l'export a été moins dynamique que la moyenne française, alors que Paris domine avec plus de 51% les exports sur la région Île-de-France, loin derrière les Hauts-de-Seine avec 12%. Donc en fait, l'activité export recule entre 2013 et 2015 sur Paris, région Île-de-France. L'essoufflement de Paris s'explique notamment avec le manque d'élan des exportations régionales. Et ce qui arrive à tirer l'exportation, ça reste encore donc les Hauts-de-Seine, grâce en fait au dynamisme du secteur de la défense et des exportations des services à haute valeur ajoutée. Voilà ce que nous disent un petit peu les chiffres de la profession, issus de nos déclarations plutôt. Et donc voilà, c'est assez en ligne avec ce que vous disiez. Mais bon, il faut apporter un petit bémol sur le chiffre d'affaires export, c'est que les petites entreprises ne représentent pas plus de 3% quand même de l'activité. Donc en fait... Le chiffre d'affaires à l'export est très dépendant de l'environnement économique et ça reste une variable d'ajustement pour les TPE, contrairement aux PME où là l'amplitude est bien plus importante. Très bien. Rappelez effectivement que cet observatoire qui est issu des déclarations fiscales, on va le retrouver sur une application que le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France a développé en partenariat avec la société Toucan et qui va permettre effectivement à partir de cette application iPhone d'avoir chaque mois maintenant les données par secteur d'activité. Alors c'est intéressant parce que ça permettra à nos confrères de pouvoir discuter avec leurs clients aussi de leur secteur d'activité et de l'évolution notamment sur la région Île-de-France. Alors nous sommes une région mais il y a le même observatoire qui est en cours de construction au niveau national, en tout cas sur l'application, puisqu'il existe au niveau national. C'est une initiative au départ qui était nationale et Paris a été une région pilote, une région test. Tout à fait. Voilà, donc on a commencé les premiers à essuyer les plâtres. C'était pas facile parce qu'il a fallu traiter de la donnée, c'est jamais très simple. Hein. On n'est pas des économistes au départ, même si on le voit bien d'ailleurs. C'est vrai que la convergence des données entre votre vision macro et micro, et voilà, notamment sur l'investissement, on n'est pas tout à fait en phase. Il y a un petit décalage peut-être des données. Non, mais l'investissement, effectivement, tu l'as bien expliqué. La loi Macron, je pense, a créé un biais, au niveau français, parce que 2016. effectivement, on l'a vu en global sur l'Europe, mais au niveau français, ça a créé une accélération à un moment donné. Je dirais de courte durée parce que effectivement il y avait une date butoir pour investir et bénéficier des mesures sur amortissement dites de la loi Macron qui ont un petit peu dopé l'investissement. Je pense pas suffisamment parce que c'est vrai qu'en discutant avec nos pouvoirs publics, ils sont un peu déçus de l'impact investissement lié aux mesures de la loi Macron, mais je crois qu'ils envisagent d'ailleurs de l'étendre, de l'améliorer, etc. Voilà. Alors, je regarde si j'ai des questions, parce que d'habitude, j'ai une question notamment sur la baisse des taux d'intérêt fait bondir le prix de l'immobilier et risque de créer une bulle spéculative de grande importance, tant la spéculation est à la recherche de création d'opportunités suppléant la baisse des taux. Comment l'Ordre des experts comptables, l'ANC et les instances internationales peuvent-ils mettre en place des normes de prévention pour l'appréciation des évaluations bilancielles ? Alors là, je crois que c'est une question qui nous est posée à nous, notamment Sabrina. C'est pas évident parce que... Alors, je pense qu'on n'est pas à même de répondre. Oui, l'objectif de l'ordre n'est pas de réguler la volatilité dans les bilans de nos entreprises. C'est plutôt une question qui concerne l'ANC et les instances normatives. Donc, après, sur les taux d'intérêt, peut-être que vous pouvez en dire un mot, et la volatilité des actifs et des passifs, mais c'est vrai que sur l'objectif, Stéphane, tu peux le rappeler, peut-être de l'ordre n'est pas celui-là. Non, c'est pas notre objectif à nous. Voilà. On ne crée pas de normes comptables, nous. C'est ça. On les relaye éventuellement, mais on n'en crée pas, quoi. Sur l'impact des taux d'intérêt sur les prix, alors il est très variable selon les pays européens, mais en France en particulier, on voit qu'aujourd'hui, ils soutiennent un petit peu les prix immobiliers, mais ils ne seront pas suffisants à créer une bulle. Ils vont empêcher la bulle de dégonfler, disons.
Après, on voit qu'il n'y a pas non plus de bulle sur le prix des actifs. Ce qui est très étonnant, c'est que normalement, avec des taux d'intérêt aussi bas, on s'attendrait à voir repartir l'inflation et on s'attendrait à voir justement des bulles émerger. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce phénomène. Les prix restent très contenus et les prix de l'immobilier, on ne les voit pas accélérer fortement. Mais par contre, la personne qui pose la question a raison dans le sens où il y a vraiment un problème de recherche de valeur et que les capitaux ne savent plus où se placer aujourd'hui pour trouver un actif qui va prendre de la valeur. Moi, j'ai envie de vous poser une question, je ne sais pas l'une de vous deux, je ne sais pas laquelle, mais sur les marchés financiers, notamment les marchés actions. On voit aujourd'hui que les marchés actions sont tirés par les licornes, ces sociétés qui ont une capitalisation, je dirais, incroyable. Pour autant, avec des fondamentaux économiques, hein, je ne parle pas de fondamentaux idéologiques, qui sont quand même assez difficiles, hein, des pertes relativement conséquentes. Est-ce que vous ne craignez pas une seconde bulle comme on a connu à la fin, au début des années 2000 en tout cas, cette bulle des technologies? Est-ce que vous ne craignez pas une bulle de ces... je ne sais pas si vous voulez répondre ou pas d'ailleurs, je vous vois toutes les deux hésiter, peut-être que ma question n'est pas à propos, mais c'est vrai qu'on parle de l'effet, je dirais, de croissance, notamment sur les marchés financiers. C'est un des moyens de financement des entreprises des marchés financiers. C'est là où se trouve aussi une partie de l'épargne, notamment des Français, mais pas que. Donc, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y a quand même un vrai risque de ce côté-là ? Alors, c'est vrai que, notamment en France, c'est assez spectaculaire de voir que c'est un des pays européens où les entreprises se financent le plus via des émissions obligataires. Dans toute l'Europe, c'est le pays européen où il y a le plus d'émissions obligataires par rapport au crédit bancaire. Donc ça, c'est très clair. Après, sur l'envolée des marchés actions, donc oui, il y a énormément de liquidités. On voit des marchés actions qui progressent. La volatilité, donc qu'on regarde, nous c'est un indicateur qu'on regarde régulièrement, le VIX, on regarde cet indicateur-là, il a baissé plutôt ces derniers temps, donc on est un peu moins inquiet sur une très forte volatilité des marchés financiers. Après, est-ce qu'il y a une bulle actuellement qui se reforme ? Moi, je ne pense pas pour l'instant qu'on puisse parler d'une bulle comme on a observé précédemment, mais je ne sais pas si tu veux ajouter. Tout à fait. On peut observer, on a des indicateurs qui comparent la valorisation au profit. Et aujourd'hui, ces indicateurs n'indiquent pas qu'on a une survalorisation par rapport au profit attendu des entreprises. Donc on n'est pas spécialement inquiet, en tout cas en France. Aux États-Unis, c'est une autre histoire. Parce qu'aux États-Unis, là, les marchés se sont envolés. Et là, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une survalorisation. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, effectivement, quand on voit les valorisations de Tesla, par exemple, mais pas que, on se pose des questions aujourd'hui sur, compte tenu du niveau de perte, mais même Uber, on voit bien que ce sont des entreprises qui ont du mal à trouver leur business model et pour autant avec des valorisations qui sont incroyables. Alors, certes, ils représentent l'avenir, le futur d'un monde digitalisé, ubérisé, que sais-je ou autre, mais pour autant, on voit bien que effectivement, Google a mis du temps à trouver son point d'équilibre, Facebook aussi, Amazon aussi. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont très, très profitables. Mais pour autant, je ne me souviens pas qu'il y ait eu autant d'envolées des valorisations. Voilà. Non, je pensais à Orange en l'an 2000, mais France Télécom, mais c'était pas mal. Je pense qu'il faut aussi, du point de vue de la création de valeur au niveau national, il faut aussi penser que les indices tels que le CAC 40 ne représentent que les 40 plus grandes entreprises, mais qu'il y a quand même des centaines d'entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont des valorisations qui progressent beaucoup moins que les grosses capitalisations. Et que l'ensemble du marché est moins survalorisé que ne le sont les grandes entreprises qui en plus profitent du commerce international et de la situation économique mondiale. C'est vrai qu'il y a des liquidités sur le marché, parce qu'on voit bien maintenant les entreprises se financer de plus en plus sur le marché obligataire. On voit que c'est un marché qui est devenu de plus en plus tonique. Et les entreprises vraiment n'hésitent plus aujourd'hui à aller vers des financements. Alors, d'une certaine taille, évidemment, ce n'est pas nos clients, mais vers des financements de type EuroPP et autres, pour aller financer des opérations de croissance externe, par exemple, mais pas que. Vous voulez nous en dire deux mots de ces opérations de financement peut-être non. Je déborde un peu sur le sujet, mais c'est ma curiosité. Oui, moi j'avais une autre question aussi concernant donc l'euro-dollar.
Et la corrélation avec le Brent, c'est vrai que l'euro-dollar peut concerner certaines de nos entreprises et clients, notamment en matière de couverture de risque. Quelle est votre vision? Comment voyez-vous l'euro-dollar et puis surtout sa corrélation avec le prix du baril qui est toujours relativement bien corrélé? Les pauvres, on les travaille au corps. Donc, nous, notre scénario, c'est une très légère appréciation de l'euro-dollar. On prévoit 1,07, je crois, de mémoire, pour l'euro-dollar l'année prochaine. Alors, en fait, pour nous, ce qui va beaucoup jouer, c'est surtout le scénario de remontée des taux de la Fed. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on n'a pas une reprise franche, en plus, on a eu 3 trimestres un peu difficiles aux États-Unis, le rythme de remontée des taux par la Fed, il va être très graduel. Donc, les marchés anticipent même moins de remontées que ce que nous, on anticipe, alors qu'on n'est pas très... Enfin, on anticipe, je vous ai dit, une seule hausse en 2016, fin 2016, et on anticipe 2 hausses en 2017. Donc, pour nous, c'est ce qui va beaucoup jouer sur l'euro-dollar. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Moins le prix du baril, moins le prix du Brent, finalement. Vous voyez pas de corrélation Je pense que vous avez raison dans le sens où la corrélation, elle était très forte dans la période d'avant-crise. Lorsque le prix du pétrole était très élevé, on observait une corrélation très forte entre l'euro-dollar et le prix du baril. Aujourd'hui, on a des forces qui jouent sur le prix du baril qui sont quand même l'offre et la demande, donc une baisse de la demande chinoise, comme elle a expliqué Constance, et puis ces ajustements de l'offre par l'OPEP, donc l'Iran qui revient sur le marché, finalement l'OPEP, l'Arabie Saoudite, la Russie qui finissent par décider peut-être d'une baisse de la production. Donc ça, c'est les facteurs, y compris bien sûr le pétrole de schiste aux États-Unis, qui jouent sur le prix du pétrole. L'euro-dollar, comme l'a dit Constance, il est quand même très fonction à la fois des écarts de taux d'intérêt entre l'Europe et les États-Unis, et aussi le dollar étant une valeur refuge. Dès qu'il y a une montée de l'aversion au risque, dès qu'il y a une montée de la volatilité, on a une appréciation du dollar. Donc aujourd'hui, avec le Brexit, par exemple, on peut s'attendre à une appréciation du dollar parce que c'est une valeur refuge. Donc à partir du moment où il y a un risque, on a une appréciation du dollar. Donc je dirais que c'est un petit peu décorrélé aujourd'hui, en tout cas moins corrélé que ça a pu l'être par le passé. Merci beaucoup. À moins que tu aies une autre question, Sabrina. Mais peut-être nos auditeurs ont d'autres questions. Eh bien, écoute, je ne le sais pas, puisque effectivement, nous avons un bug de la technologie. Donc, c'est gentil de poser la question. D'accord. Je les invite à nous écrire pour qu'on puisse y répondre en live. Mais là, c'est ça la loi du direct. Bon, un bug de la technologie m'oblige à ne pas pouvoir les satisfaire. Ce sera pour le prochain talk économique avec nos économistes. Voilà, c'était une première et on fera mieux pour les prochaines. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous, chers consoeurs et chers confrères, de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour le prochain talk qui sera aussi passionnant que celui-ci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.